La nature, ce n'est pas des équations, et c'est encore moins des petites boîtes. Et pour faire un modèle, on a besoin de petites boîtes, parce que la base d'un modèle numérique, c'est d'essayer de discrétiser un phénomène. Discrétiser, je ne sais pas si c'est un vilain mot pour les gens qui sont ici, mais c'est simplement d'avancer par petites étapes et de faire des petites boîtes dans lesquelles on définit une température, puis juste à côté une autre température, et puis on dit bah, physiquement, si cette boîte elle est plus chaude, elle va donner un peu de chaleur à celle-là. Si celle-là elle devient plus chaude, bah, éventuellement elle va réchauffer l'atmosphère qui est juste au-dessus. Ça va peut-être créer un nuage qui, avec le vent, va partir ici. Ici, il fait plus froid, donc ça va se mettre à pleuvoir, etc. Et ça, en tout cas, en termes de calculateur, comme vous dites, on sait le faire qu'avec des petites boîtes. Et pour faire dialoguer les petites boîtes les unes avec les autres, on a besoin d'équations. Et la nature, c'est pas une équation. La nature, c'est peut-être la poésie, j'en sais rien, mais c'est en tout cas pas une équation. Donc il y a tout un travail du scientifique de mettre la nature en équation. Il y a des grandes équations qu'on a réussi à faire. Tous ces modèles-là sont basés sur une équation qui s'appelle l'équation de Navier-Stokes, qui était un scientifique de mécanique des fluides qui nous a aidé à comprendre le mouvement. Le problème, c'est qu'il y a d'autres phénomènes, soit on ne sait pas encore les mettre en équation, des phénomènes tourbillonnaires, des phénomènes, voilà, des cyclones, etc. Soit la taille des petites boîtes n'est pas compatible avec la représentation de ce phénomène. Ça, c'est le problème, c'est que, donc, typiquement, moi, dans mon océan, dans mon modèle d'océan, la taille de ma petite boîte, elle fait une centaine de kilomètres. Pourquoi elle ne fait pas moins? Je pourrais faire 1 kilomètre. Oui, mais si je fais 1 kilomètre, ça va être trop cher pour mon calculateur. Je ne vais pas pouvoir lui faire tout calculer parce que ça va faire trop de boîtes. Alors vous me direz, bah, t'as qu'à faire que sur la France. Oui, c'est ce que font les modèles de Météo France, que sur la France. Mais moi, je veux étudier le climat global. Donc comme je veux étudier le climat global, je suis obligé d'avoir des grosses boîtes élémentaires. Et donc, je ne peux pas représenter des hétérogénéités qui vont être plus fines que cette boîte. Et donc, pour représenter les hétérogénéités plus fines que cette boîte, je suis obligé de faire des hypothèses sur les conséquences des tout petits tourbillons qu'il y aurait à l'échelle plus fine de ma boîte, les conséquences à grande échelle. Et c'est ça qu'on appelle une paramétrisation, c'est quand on essaye de se demander bah voilà, comment est-ce que je peux concilier le fait que je fasse des approximations, mais je veux quand même représenter les phénomènes de plus petite échelle. Et ces paramétrisations, bah, c'est oui, des choses qui sont effectivement encore un petit peu empiriques, des choses qui sont basées sur la donnée, on va voir sur place, on va mettre notre bout, etc. Et effectivement, il y a des paramètres qui sont finalement assez peu naturels, qu'on met dedans parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de représenter la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Puisque moi, ma réalité, je sais que je n'ai pas de tourbillon plus petit que 100 km dans mon modèle. Voilà, tout ça pour dire que effectivement, il y a des choses. Alors voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais on entend derrière cette question, bah, donc que valent vraiment vos modèles? Est-ce que je peux vraiment y croire, maintenant que vous m'avez dit toutes les petites choses cachées qu'il y a derrière ces modèles? Je ne suis pas sûre que les spaghettis qu'on a vus là étaient le meilleur exemple. Je pense que le dernier slide, le dernier transparent que j'avais montré, où on voyait que finalement, quel que soit le modèle, donc les différents paramètres que les différents groupes avaient testés, etc., et ben finalement, les scénarios avaient quand même, en 2100, tendance à converger. Donc, il y a une confiance des scientifiques parce qu'il y a plusieurs groupes qui ne se parlent pas forcément du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, où ils essayent chacun leur petite chose dans leur coin, ça donne chacun sa petite spaghetti, mais finalement, à la fin, les spaghettis, quand même, il y a une certaine convergence. Par contre, je suis d'accord avec vous que sur la période à 2030, on a encore une incertitude. Et pour répondre à votre question, non, pour l'instant, on n'a pas trouvé de point commun entre ces différents modèles, les fameux modèles qui permettaient de reproduire le plateau de température. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de point commun. C'est simplement, il se trouve que ces modèles-là étaient sur une trajectoire commune. Et le seul point commun qu'on a trouvé entre eux, c'est qu'ils étaient sur une même phase de variabilité. Et donc, c'est ça qui nous fait dire que le plateau de température est fortement lié à cette variabilité. Mais au niveau des hypothèses, je dirais, ou ce que j'appelle les paramétrisations et des différentes techniques de développement du modèle, ils n'ont pas plus de points communs que ça.